sera. Qualcuno di voi probabilmente si aspettava Ugo Volli, che doveva presentare il professor Insussan. Ha dovuto partire d'urgenza per Bulgaria e quindi mi ha inviato una breve presentazione che leggerò fuori stampa. Ho quindi il piacere di presentare io, l'onore di presentare io il professor Insussan, che è un notissimo storico, direttore della revue d'histoire de la Shoah, responsabile editoriale del Memoriale della Shoah, e ha scritto numerosi testi, direi fondamentali, e in particolare alcuni sono tradotti in italiano, sono disponibili qui fuori, chi volesse acquistare: La storia della Shoah, L'eredità di Auschwitz, Genocidio, una passione europea, e poi il sionismo, una storia politica e intellettuale, 1860-1940. Faccio osservare le date di questo titolo. Annuncio che la conferenza sarà in francese con la traduzione simultanea perché ho preso la cuffia, soltanto per chi in questa sala, nell'altra sala la traduzione simultanea non è possibile. E ringrazio anche tutti coloro che sono venuti, nonostante che l'importante intervista che vi ha fatto Domenico Quirico, che deve uscire quest'oggi sulla stampa, doveva essere proprio il veicolo per attirare la cittadinanza, uscirà domenica prossima, quindi vi invito ad acquistare la stampa domenica prossima. Adesso vi leggo quanto ha scritto Ugo. Sarebbe per me un grande piacere e un onore accogliere oggi Giorgio Insussan a Torino come era stato annunciato. Purtroppo sono impossibilitato a farlo di persona, posso solo scrivere queste righe per raccoglierlo. Nato in Marocco nel 1952, autore di numerosi libri, direttore della revue d'histoire de la Shoah, responsabile editoriale del Memoriale della Shoah di Parigi, Insussan è tra i più autorevoli studiosi contemporanei dell'antisemitismo. Il suo contributo principale consiste nel portare in questo campo specifico la consapevolezza del rapporto fra storia dei fatti e storia delle mentalità, o se si vuole fra storia e antropologia, che è tra le innovazioni più importanti del pensiero storico degli ultimi decenni. Proprio sulla base di questa metodologia, Insussan ha smontato il luogo comune e tranquillizzante dell'isolamento della Shoah, del suo carattere eccezionale nel senso di essere una patologia isolata nella storia dell'Europa, frutto avvelenato a singolo della follia criminale del nazismo o magari del solo Hitler. Per il suo carattere organizzato e industriale, per la sua estensione a tutto il continente, per lo sforzo di eliminare ogni simbolo ebreo, la Shoah è senza dubbio un fenomeno unico. Ma le sue motivazioni profonde, gli stereotipi utilizzati, l'odio che le motiva sono invece in forte continuità con una storia millenaria di persecuzione del popolo ebraico. Questa analisi è storicamente inopinabile, come mostrano gli studi di Insussan e di altri, ma non riguarda solo il passato, bensì anche il presente. Non interpella solo le generazioni precedenti alla Shoah, ma anche quelle successive e la nostra. Non è solo un dato di fatto storico, ma anche un problema politico contemporaneo. L'antisemitismo non è finito con la chiusura di Auschwitz, come speravano i nostri nonni, ma è ben presente e attivo in mezzo a noi. Le ricerche sociologiche mostrano che esso alberga nei cuori delle menti del 20% della popolazione mondiale, in molti paesi europei di percentuali ben maggiori che diventano quasi unanimità nel mondo arabo e musulmano. Non si capiscono le reazioni del mondo di fronte al tentativo arabo ormai centenario di eliminare con la violenza o con altri mezzi il ritorno degli ebrei alla loro terra ancestrale, senza tener conto della diffusione dell'antisemitismo. Continuamente i vecchi pregiudizi antisemiti diffusi e sfruttati dai nazisti sono oggi applicati a Israele. La lobby ebraica di oggi sono i vecchi sali di Simone, uccisione dei bambini di Gaza e l'erede diretto delle accuse portate contro le comunità ebraiche di ammazzare bambini cristiani per impastare con loro sangue Gaza, il furto dell'acqua ai danni dei palestinesi e l'attualizzazione della ricchissima accusa di avvelenare i pozzi, e così via. Israele insomma oggi è l'ebreo della nazione, trattato in
maniera analoga a quel che dovettero subire gli ebrei in Europa e anche nel mondo islamico per molti secoli. Di qui anche le nuove aggressioni agli ebrei del nostro continente, il rischio concreto che il progetto nazista di una Europa senza ebrei, per quanto sembri inconcepibile, si attui nei prossimi decenni, come è accaduto nei decenni scorsi in quasi tutti i paesi islamici. Le analisi di Giorgio Sussan non ci danno insomma solo una testimonianza di fatti storici, ci devono indurre a pensare al nostro presente e a prendere posizione oggi, perché, come spesso si ripete in maniera un po' astratta, il passato non ha bene ripetersi. Ugo Boll. A questo punto lascio la parola al professor Sussan, che parlerà per circa un'ora, vedrete molto in fretta perché ha tante cose da dire, dopodiché avremo lo spazio per porre alcune domande e alle 8:15 precise al massimo dobbiamo lasciare libera la sala. Grazie. Grazie mille. Mon italien est très pauvre, ça sera là. Bonsoir à tous, buonasera. Et d'abord, merci au président de la communauté de Turin, M. Segre, et merci en particulier à Emmanuel Saverma d'avoir organisé cette soirée, et même plus que cette soirée, puisqu'il y avait plusieurs conférences en Italie depuis déjà lundi à Trieste. Comme Emmanuel vous l'a dit, je vais parler de la passion anti-juive, il s'agit d'une passion. Et vu l'actualité, ce qui s'est passé, en particulier en France cet été, j'ai modifié mon exposé parce que il y a longtemps déjà que je veux venir à Turin et je vais parler en partie de la situation française, non pas pour décrire la situation française, parce que vous la connaissez tous, mais pour tenter de comprendre un peu ce qui se passe en France et pourquoi la France est le pays leader des manifestations anti-juives aujourd'hui en Europe, avec la Belgique sans doute. Mais je vais quand même, dans un premier temps, parler des mutations d'antijudaïsme. Ça n'a rien de très nouveau que ces nouveaux visages de la passion antisémite. Vous savez tous que depuis longtemps en Occident, ce qu'on appelle le juif, avec des guillemets, bien sûr, c'est un fantasme, c'est une sorte de mauvais objet, que dirait le psychanalyste, qui permet aux autres de fonctionner, enfin dont le rejet plutôt, permet aux autres de fonctionner et de vivre. Il permet au groupe de se construire, il permet à l'individu de construire son identité. Et mieux encore, le rejet du juif permet au groupe d'expulser hors de lui la violence qui le mine. Donc, ça on le sait déjà. Le juif, c'est une figure passée de l'Occident, et vous savez tous qu'il y a 3 âges dans l'antijudaïsme. Et en même temps, ces 3 âges-là, on peut se demander si réellement ils sont opératoires, à savoir un âge théologique, un âge national, un âge racial. Et puis on sait aussi qu'il y a 2 formes de l'antijudaïsme. L'antijudaïsme religieux, l'antisémitisme racial, et en même temps on peut se demander si c'est tout à fait opératoire à cause de la fameuse coupure de la limpieza d'Assemblée espagnole de 1449. Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas déjà, à la fin du XVe siècle, des éléments raciaux dans l'antijudaïsme? C'est un rappel très bref que je fais ici, pour ajouter que c'est vers 1860 que la judéophobie bascule vers le discours racialiste. Et même plus encore vers le discours raciste, via la langue. Alors, avec évidemment tout ce que ça suppose de problème, à savoir qu'on a forgé à partir de 1879 le mot en Allemagne, le mot antisémitisme. C'est un mot piège, parce que le mot antisémitisme laisse entendre l'idée qu'il existe une race sémite. C'est un mot piège parce que c'est un mot piège comme le mot racisme, parce que le mot racisme laisse entendre l'idée qu'il existe des races. Et donc quand on utilise le mot antisémitisme ou le mot racisme, on est déjà piégé par le mot qu'on emploie, alors qu'on veut combattre l'antisémitisme et le racisme. Donc, je ne vais pas faire ici un topo historique, un cours d'histoire, ce serait beaucoup trop long sur ces racines, parce que comme je vous l'ai dit au début, je voudrais centrer plutôt mon propos sur la France et ce qui s'est passé.
Au XIXe siècle, quand l'antijudaïsme théologique chrétien bascule dans l'antijudaïsme national, puis dans l'antijudaïsme racial, et ça va donner donc l'antisémitisme. Qu'est-ce que le juif signifie pour l'antisémite? C'est le symbole de la modernité, et d'une modernité urbaine, angoissante. C'est la modernité capitaliste. Le juif, c'est le capitalisme, c'est l'argent, c'est la ville, c'est l'antinature, c'est le refus de la tradition. Et donc, d'une certaine façon, le rejet du juif, c'est le rejet de la modernité angoissante. Pourquoi la modernité est-elle angoissante? Je vais dire une banalité. Parce qu'elle est changement par définition. Et que tout changement est angoissant. Comme le dit le philosophe français Marcel Gaucher, la grande passion de l'humanité, c'est l'immuable, que rien ne bouge, que rien ne change. Donc la modernité, par définition, est anxiogène. Et le juif est donc rendu responsable de la modernité, a fortiori en Allemagne. Pourquoi en Allemagne? Parce que l'Allemagne connaît une mutation en matière de modernité urbaine, capitaliste, industrielle, extrêmement rapide. Plus rapide qu'en France ou qu'en Angleterre, ou qu'en Belgique. Je rappelle simplement ce chiffre qui n'est pas assez pris en compte. Entre 1871, début du Deuxième Reich de Guillaume Ier, et 1914, la Première Guerre mondiale, l'Allemagne impériale passe de 41 à 67 millions d'habitants. Et cette grande Allemagne pastorale, rurale, bucolique du début du XIXe siècle devient en un siècle, et même beaucoup moins, la deuxième puissance industrielle du monde derrière les États-Unis et la première puissance industrielle d'Europe devant les Anglais. C'est une mutation brutale, difficile à vivre et par définition synonyme d'angoisse. Le juif est donc rendu responsable de changement tout simplement parce que le changement est angoissant, mais quel juif? C'est un fantasme, c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit, mettez des guillemets. Le juif réel importe peu, c'est ce qui vous explique d'ailleurs que vous avez tous rencontré dans votre vie des antisémites qui vous disent je n'aime pas les juifs, mais pas lui, Cohen, Rosenzweig, ou un tel. Celui-là je le connais, il est bien. Et finalement celui-là c'est un juif réel. C'est le juif fantasmatique qui fait peur. C'est le juif qu'on ne connaît pas, c'est ce qui explique d'ailleurs que dans nombre de régions, donc je parle de ce que je connais le mieux, c'est la France, vous aviez, avant la Seconde Guerre mondiale, et même après d'ailleurs, une tradition antisémite dans des régions rurales françaises où on n'avait jamais vu un juif de sa vie. En France, dans la France du Sud, en occitan, comment disait-on le diable en occitan? Synagogué. Extraordinaire. Pour des gens, des paysans français, ruraux que j'ai bien connus, jadis, le monde rural français, je le connais bien parce que je l'aime beaucoup, pour des gens que je connais très bien, au fin fond des campagnes de l'Asie centrale, qui n'avaient jamais vu un juif de leur vie. Mais le juif, c'était le diable. Et par exemple, à propos de Pierre Mendès France, vous savez, le politique français juif qui a été président du Conseil et qui a tellement marqué l'histoire de la France et de la gauche française, ces paysans français que j'ai bien connus, qui ne sont jamais sortis de leur village, ils ne disaient jamais Pierre Mendès France, ils disaient le juif Mendès. Le juif Mendès. De juifs, ils n'avaient jamais vu leur vie. Bon, bref. Je suis un peu long là-dessus, tout ça pour dire que le juif réel importe peu, le juif c'est une image. C'est un fantasme, c'est un support, d'où la plasticité des griefs. Par exemple, dans l'antisémitisme d'après 1918, qu'est-ce que c'est que les juifs pour les antisémites? C'est pour les uns, c'est le communisme, c'est la révolution russe, bolchevique, c'est Zinoviev, Kamenev, Trotsky, Radek, qui sont juifs, vous savez, c'est vrai. Et pour les autres, c'est Rothschild. Et la banque, le capitalisme et l'argent. Alors il faut le savoir. C'est l'un ou l'autre. Non, plasticité totale des griefs. Ce qui montre qu'en fait, en réalité, le juif réel importe très peu. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut comprendre que s'il y a une telle plasticité des griefs, le juif, c'est la figure centrale du complot. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il faut expliquer le malheur du monde, le juif, comme figure fantasmée, vient expliquer le malheur du monde. Et plus le monde devient compliqué, opaque, complexe, difficile, angoissant, et plus vous avez besoin d'une explication simple, d'un agent causal du malheur, c'est lui le responsable des crises, des révolutions, des guerres civiles, des épidémies, etc. Bon. Voilà, ce sont des banalités, ce que je vous dis ici sur l'antisémitisme, mais ce sont des banalités importantes à rappeler pour comprendre la suite sur la France d'aujourd'hui.
Je résumerai en un mot, je dirais que le juif donne une réponse aux énigmes du monde. Si le monde va mal, j'ai ma réponse. Et même mieux, plus le monde se laïcise, plus le monde se sécularise, plus Dieu est mort, plus les églises sont vides et les synagogues sont vides, si vous voulez. En un mot, plus la foi traditionnelle recule, et plus l'idée du complot progresse. Parce que notre grande naïveté à nous, société sécularisée, c'est d'avoir pensé que si Dieu est mort, le diable est mort avec lui. Mais non. Dieu est mort, mais le diable est toujours vivant. Mais comment s'appelle le diable aujourd'hui? Évidemment, il a changé de nom, il s'appelle le complot. C'est le complot du 11 septembre, c'est le complot financier des Juifs, c'est les Lehman Brothers, c'est la crise financière, c'est le sida, c'est etc. Mille choses. En un mot, si vous voulez, le complot, c'est la part de surnaturel dans un monde, le nôtre, qui est dominé par la raison. Dans un monde qui est sans magie, nous sommes des sociétés rationnelles, nous sommes des enfants des Lumières, nous sommes théoriquement des êtres rationnels. Eh bien, la part du rationnel, c'est précisément le complot. Et le complot, il est obligé de s'incarner sur un individu, un groupe, une société, une communauté quelconque, ça peut être juif, ça peut être quelqu'un d'autre. Et je vous l'ai dit, l'exemple allemand d'avant 1918, donc avant les nazis, l'exemple allemand est sans doute le meilleur exemple parce que c'est l'exemple d'un pays qui a été confronté à une modernité très violente, urbaine, capitaliste, et donc forcément très angoissante, et qui a eu beaucoup de mal à assumer cette modernité pour une véritable schizophrénie intellectuelle allemande entre deux. C'est très difficile pour les notes. Entre d'un côté, pour un grand nombre d'Allemands d'avant 1918, le rêve d'une Allemagne pastorale, bucolique, l'Allemagne de la Loreley, l'Allemagne de la vallée du Rhin, et en même temps la réalité d'une grande Allemagne industrielle, de la Ruhr, de la Prusse, d'une Allemagne qui est devenue la première puissance industrielle d'Europe. Eh bien, comment combler ce gouffre entre la réalité rêvée, l'Allemagne pastorale de jadis, des grands-parents qu'on a aimés, et l'Allemagne réelle d'aujourd'hui qu'on aime moins? Eh bien, ce gouffre, ce qui permet de le combler, c'est la figure détestée du juif. C'est lui le responsable du malheur actuel de l'Allemagne qui fait que nous avons perdu nos valeurs, nos traditions, etc. Bon. Autrement dit, c'est ça qui est très étonnant dans le facteur juif, c'est qu'à la fois c'est un facteur d'angoisse, il fait peur, et d'ailleurs il fait d'autant plus peur qu'il est invisible. C'est le juif traditionnel qu'on voit avec la kippa, les paillettes, etc. Bon, par définition, parce qu'il est visible, il est beaucoup moins angoissant. Plus il est invisible, plus il s'émancipe, plus il s'intègre, et plus il devient un danger. Eh bien, le paradoxe, il est là. Le juif est à la fois facteur d'angoisse et en même temps facteur de thérapie d'angoisse. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où j'ai peur de ce facteur, de cet agent du malheur qui s'appelle le juif, mais si j'arrive à mettre un nom sur le malheur du monde et sur mon propre malheur, mais d'une certaine façon, mon angoisse s'apaise. Donc à la fois générateur d'angoisse et apaisement d'angoisse. Bon. Et donc, dans ce contexte, on peut mieux comprendre pourquoi l'antisémitisme moderne, fin du XIXe siècle, allemand, français, etc., russe ou autre, n'importe, l'antisémitisme est toujours un antisémitisme complotiste, démonologique. Le judaïsme est vu comme une organisation conspirative au service du mal qui déjoue le plan divin ainsi. Et encore une fois, j'insiste là-dessus, notre naïveté, c'est de croire que parce que nous avons cessé d'être des sociétés théologiques, parce que nous sommes globalement sortis de la religion au sens de Marcel Gaucher, vous savez ce que dit Gaucher de l'art du catholicisme, il a une formule très intelligente, il dit c'est la religion de la sortie de la religion. C'est très beau, et c'est très juste philosophiquement. Eh bien, notre naïveté, c'est de croire que parce que nous sommes sortis de l'âge théologique, c'est vrai, nous sommes sortis nous sommes complètement indemnes, d'une pensée délivrée du complotisme et de la démonologie. En réalité, nous ne sommes jamais sortis d'une pensée magique et d'une pensée démonologique. Alors, si je résume cette partie, je dirais, quand l'antisémite parle du juif, de quoi parle-t-il? Ou si vous voulez, on va formuler la question autrement, de quoi le juif est-il le nom? Quand l'antisémite parle du juif, il ne parle pas du juif réel, Cohen ou Lévi. Il parle d'autre chose, il parle d'un fantasme. Il parle d'un monde moderne, ouvert, libre. Et par conséquent, quand je dis moderne, ouvert et libre, je peux conclure angoissant.
Parce que l'ouverture, la liberté, la modernité, c'est angoisse, par définition. Et en même temps, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'on a pensé, au XIXe siècle, à la folie de la Révolution française, que l'émancipation allait régler la question juive après la Révolution. Et on y a cru. Après la France, pratiquement tous les pays d'Europe, tous, sauf la Russie, il a fallu attendre la Révolution russe, sauf la Roumanie, très en retard, mais tous les pays d'Europe ont émancipé les Juifs. On s'est dit que la question juive va disparaître avec l'intégration. C'est exactement le contraire. L'intégration, on a pensé qu'elle allait donner l'assimilation, et finalement, l'assimilation, qu'on pensait être la solution, est devenue le problème. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est rarement mis en exergue par les historiens, mais ça devrait quand même être souligné. C'est aveuglant, d'ailleurs, c'est parce que c'est aveuglant qu'on ne le voit pas, d'ailleurs. C'est comme les lunettes, c'est tellement proche de nous qu'on ne les voit plus. C'est que la Shoah a eu lieu 1 siècle et demi après l'émancipation. Elle n'a pas eu lieu au temps des ghettos. Elle n'a pas eu lieu au temps où on faisait porter aux Juifs une étoile ou un signe distinctif. Elle n'a pas eu lieu au temps où on mettait les Juifs au banc de la société, où on les traitait comme des bêtes. Non. Elle a eu lieu au temps où on les traite comme des égaux. C'est un paradoxe extraordinaire. L'assimilation, donc, pour l'antisémite, est devenue un véritable problème. Et c'est l'antisémite français Édouard Drumont, je ne sais pas s'il est connu en Italie, mais en France, il a été le père de l'antisémitisme. Édouard Drumont avait une très belle formule, il disait: le juif dangereux, c'est le juif vague. C'est-à-dire le juif qu'on ne voit pas, qu'on ne distingue pas. Et donc là, vous comprenez beaucoup mieux tout de suite l'étoile jaune qui a été réintroduite par les Allemands, par les nazis, en Allemagne en 1941, mais déjà le brassard bleu et blanc dans les ghettos dès le mois de décembre 1939. Donc l'émancipation, échec ou réussite? Je ne peux pas conclure, ce serait trop simpliste. On peut dire que c'est un échec relatif malgré tout, parce que la Shoah a eu lieu au temps de l'émancipation. Voilà. Ça peut déplaire, mais on n'est pas là quand on fait de l'histoire pour plaire. On est là pour dire une vérité dure, dérangeante, et c'est pour ça d'ailleurs que l'historien est souvent un désenchanteur. On préfère les magiciens. Deuxième conclusion sur cette première partie, très brève. Ce que dit l'antisémitisme du psychisme des foules. Il dit ceci, c'est qu'en général, je fais de mon ennemi ma victime. Bon. Eh bien, dans l'antisémitisme, ça fonctionne exactement à l'envers. Dans l'antisémitisme, je fais de ma victime mon ennemi. C'est très différent sur le fond, c'est pas un détail. Oui, mais question. Pourquoi lui? Pourquoi dans le monde occidental, il y a une telle focalisation sur lui, le facteur juif, qui est minoritaire? On sait que les juifs, en Europe occidentale, ça a été, je parle d'avant la Seconde Guerre mondiale, c'était moins de 1% de la population. En Allemagne, en France, en Italie, etc. C'est moins de 1%. Il y a encore Pologne, où la population juive représentait 10% de la population. C'est la plus forte minorité. Mais même 10%, on est loin d'une majorité. Pas partout, c'était 1%, 1,5%, 1, 2%. Pourquoi lui, justement? Parce que le juif, c'est la figure de l'origine. Et là, on est obligé de dire, on ne peut pas comprendre l'antisémitisme, né de l'anti-judaïsme, sans étudier les racines chrétiennes. C'est banal ce que je dis là. C'est une énorme banalité, et je suis obligé de la rappeler. Pourquoi? Parce que l'antisémitisme, contrairement à ce que l'on pense, pendant longtemps n'a pas été un phénomène universel. Ça a été un phénomène, l'antijudaïsme, pardon, je me suis trompé dans le mot, l'antijudaïsme. C'est un phénomène qui a été très largement limité aux aires de civilisation monothéistes. Chrétienté, islam, et pas pour les mêmes raisons. L'islam n'a pas du tout le même regard sur les juifs. Mais la chrétienté, je ne parle ici de la chrétienté, plutôt du monde européen, pour la chrétienté, le monde juif, c'est le monde de l'origine, je vous apprends rien. Le christianisme est bel et bien né du judaïsme, et toutes les grandes fêtes chrétiennes sont indégables des fêtes juives. Prenez Pâques, parce que c'est que Pâques. Prenez le premier de l'an, Noël, etc. Le premier de l'an, c'est quoi? C'est la bride Mila de Jésus. Tout simplement, et ainsi de suite. Bon, bref, on est profondément marqué par le judaïsme. La figure de l'origine, le judaïsme comme figure centrale de l'origine,
c'est la figure qui attise profondément la haine parce que c'est la figure de l'origine. Et il y a un psychanalyste français, Daniel Simoni, qui a une très belle formule là-dessus. Il dit l'origine de la haine, c'est la haine de l'origine. C'est très juste. Alors, est-ce que dans l'islam ça joue de la même façon? C'est plus compliqué, mais c'est pas mon sujet aujourd'hui. Mais dans le christianisme, ça a joué comme ça. Question, est-ce que cet enseignement du mépris, comme disait l'historien français Jules Isaac, qui a été le grand promoteur de la réconciliation judéo-chrétienne et qui a été reçu par le pape à Rome, Jean XXIII, et c'est en partie sous son impulsion que dans le Concile Vatican II, il y a eu une grande modification de la théologie catholique sur les Juifs. Eh bien, est-ce que cet anti-judaïsme catholique qui a imprégné toutes les sociétés chrétiennes des siècles durant, est-ce qu'il a laissé des traces? Évidemment oui. Ça s'appelle la culture collective. Et ces traces n'ont pas besoin de passer par l'écrit, par le livre. On est dans une société, n'oubliez pas, au Moyen-Âge, analphabète. Elle passe simplement par la peinture, elle passe par la sculpture. Regardez la cathédrale de Strasbourg, en France, comment elle représentait la synagogue. La synagogue est représentée les yeux bandés, la tête inclinée et la lance brisée. En un mot, le judaïsme est une religion caduque, une religion dans l'erreur, qui persiste dans l'erreur. Bon. Troisième conclusion, bref conclusion sur cette première partie. Il y a un drame qui s'est noué avec l'émancipation. L'émancipation en soi est une très belle chose, bien sûr. Elle fait des Juifs des égaux en droit. Le drame, c'est que l'émancipation n'a pas cassé l'antisémitisme. Mais au contraire, l'émancipation a fait redoubler l'antisémitisme. Et pourquoi est-ce que je dis qu'il y a un drame? Tout simplement parce que l'émancipation a cassé la communauté juive. À partir du moment où les juifs sont émancipés, ils sont juifs à la synagogue, ils sont juifs chez eux, mais dans la rue, ils sont français, italiens, anglais, tout ce que vous voudrez. Ils sont citoyens comme les autres. Très bien. Donc, ils ne forment plus un peuple, ils forment une communauté religieuse. Ils sont français de confession juive, comme les français de confession catholique. Bon, très bien. Alors, où est le drame? Le drame, c'est tout simplement le fait que pour l'antisémite, le juif ne cesse jamais d'être un peuple. Donc, le juif, si vous voulez, en tant qu'émancipé, il ne se voit plus comme un peuple. Il a raison, il est membre d'une communauté, mais il est français comme les autres. Mais son ennemi, l'antisémite, lui, le voit toujours comme un peuple. Il y a donc un hiatus, un divorce. Ça aura des conséquences catastrophiques durant la guerre. En Europe occidentale, on s'est souvent posé la question pourquoi les Juifs n'ont-ils pas résisté? Par exemple en France, aux Pays-Bas, en Belgique. Et non, pardon. On précise pourquoi le peuple juif n'a-t-il pas résisté? Et tout simplement parce qu'en Europe occidentale, il n'y a plus de peuple juif. Il y a des communautés juives. Donc on ne va pas demander à un peuple qui n'existe pas de résister. Voilà pourquoi je parlais de drame à l'instant. Pour l'antisémite, le peuple juif existe toujours. Alors qu'en Europe occidentale, il n'existe plus depuis longtemps, évidemment. Ce sont des communautés. Et en même temps, il n'y a pas, dans l'Europe occidentale avec l'émancipation, il n'y a pas de réussite collective des Juifs. Les Juifs réussissent individuellement grâce à l'émancipation, c'est vrai. Ils vont avoir souvent de brillantes réussites individuelles, intellectuelles, ou dans la finance, ou dans la médecine, tout ce que vous voudrez, c'est vrai. Individuellement. Mais collectivement, non, il n'existe pas en tant que groupe. C'est une communauté religieuse, ni plus ni moins. Bien, le drame, il est là justement. Il est que le regard de l'antisémite va voir la réussite individuelle comme une réussite collective, comme une réussite de groupe. Comme s'il y avait une sorte de complot, si vous voulez, des Juifs pour réussir et s'emparer des places à l'université, en médecine, dans la banque, dans la finance, dans l'industrie, dans tout ce que vous voudrez. Alors qu'il n'y a aucun complot. Il s'agit simplement de gens qui, pour des raisons sociologiques X, c'est pas le lieu d'en parler ici, ont effectivement bien réussi, se sont intégrés, sont devenus des bourgeois, intellectuellement ou financièrement parlant, ont eu des positions dominantes, mais pas tous, c'est évident, une petite partie d'entre eux, et cette réussite individuelle a été vécue comme une réussite collective, ce qui n'est pas le cas. Et de là, c'est le dernier élément de cette partie, de là l'idéologie complotiste. C'est-à-dire cette idée qu'il y a un véritable complot des Juifs pour s'emparer du pouvoir en Occident, et c'est une idée qui court tout au long du XIXe siècle, juste à la Première Guerre mondiale et après la Première Guerre mondiale, et ça va donner, vous le savez, le texte des protocoles des sages de Sion. Et ce qui est frappant d'ailleurs dans le texte
des protocoles de sage notion, c'est que ce faux antisémite créé par la police russe en 1903, qui va connaître un très gros succès après 1917, qui est traduit dans un très grand nombre de langues, en français en 1921, en allemand, en anglais, en espagnol, etc., en italien, bref. Ce faux, il a été développé dès 1921. Il y a eu des journalistes anglais, entre autres, il y a eu un père jésuite belge après, qui ont démonté le faux pour dire très clairement, preuves à l'appui, ça ce texte est un faux. Mais rien n'y a fait, le texte a continué sa carrière et aujourd'hui, presque plus de 100 ans après, le texte connaît un succès mondial. Autrement dit, la raison, c'est là-dessus que je veux en venir, la raison est totalement impuissante face à la passion. Et même mieux, la raison est non seulement impuissante, mais au contraire, la raison renforce la passion paranoïaque de l'antisémite. Parce que plus vous essayez de prouver que c'est un faux, plus vous montrez par là qu'il y a un complot. Autrement dit, vous êtes piégé vous-même. Comme tout à l'heure, je le disais à propos du mot antisémite. Et donc, plus vous cherchez à convaincre votre interlocuteur que tout ça est un tissu d'imbécilité, et plus vous allez le convaincre que vous faites partie du complot. Donc, le texte est authentique. Autrement dit, il n'y a pas d'issue, ou très peu d'issue. Bon. Alors, j'en arrive à la situation française. Avant l'été 2014, avant cet été, on sait qu'en France, il y avait une puissante vague antisémite. Je ne fais pas de la France un pays antisémite, d'ailleurs. C'est un pays où il y a des antisémites, bon, mais c'est pas pour autant un pays antisémite. C'est absurde de dire ça. Bon. Un certain nombre de juifs, pris par la peur, se sont laissés aller à dire c'est un pays antisémite, c'est la nuit de cristal, c'est l'Allemagne nazie, c'est un tissu d'imbécilité. On n'est pas en Allemagne nazie, rien à voir avec tout ça, absolument rien à voir. Mais il y a un courant antisémite en France, c'est vrai, bien avant l'été 2014, il y a un courant de pensée en France, plus ou moins important, n'exagérons pas non plus l'importance, qui pense que les juifs dominent tout, que le CRIF, c'est le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions juives de France, que le CRIF est le maître de la France, qui commande l'Élysée, qui convoque François Hollande, Manuel Valls, et qui leur donne des ordres, faire ceci, faire cela, que les ministres sont au garde-à-vous devant les juifs. Bon. Ça, on le savait déjà, bien avant l'été 2014. On savait également qu'il y avait dans un certain nombre de villes françaises, ce qu'on appelle des quartiers sensibles, certaines banlieues, des courants judéophobes extrêmement puissants dans une partie de la population, pour une partie en tous les cas de la population française. Tout ça, c'est vrai. Tout ça, dans tous les cas, on le savait. Bon. Et ce qui est frappant, c'est le succès d'un humoriste. Tout le monde a entendu parler de Dieudonné. Alors, Dieudonné n'a pas créé ce courant, bien sûr que non. Dieudonné a fédéré un courant qui existait déjà. Mais ce qui est frappant dans le succès de Dieudonné, c'est un succès très important. On ne peut pas sous-estimer. On le voit simplement sur Internet. C'est que Dieudonné est l'image même de ce qu'est l'antisémitisme au XIXe et au XXe siècle. Il rassemble des gens que rien, jusque-là, n'aurait permis de faire en sorte qu'ils se rencontrent. C'est-à-dire que dans au spectacle de Dieudonné, vous avez des gens qui ne se seraient jamais rencontrés s'ils n'étaient pas visables. Et c'est précisément le propre de l'antisémitisme, de rassembler, de fédérer des passions, en tous les cas des individus, et des strates sociales qui sinon ne se seraient pas rencontrés, n'auraient pas convergé. Alors, sur... J'hésite un peu parce que j'ai peur de me répéter tout à l'heure avec la suite. Oui, sur cet antisémitisme nouveau, je dirais en France, qu'on s'est aussi étonné beaucoup de savoir comment pouvait-il y avoir d'antisémitisme après Auschwitz. Et ça a été souvent notre grande naïveté de voir qu'après Auschwitz, on était guéri d'antisémitisme et qu'on ne le verrait. En réalité, l'antisémitisme a perduré après Auschwitz, il a pris une nouvelle forme, seulement, et ça signifie simplement par là qu'il répond à un besoin psychique des foules, seulement il a pris une forme nouvelle et il a basculé
il a basculé d'une façon que personne n'avait vraiment pu prévoir il y a 30 ans ou 40 ans. C'est-à-dire qu'en fait, la question juive d'autrefois se pose plus, j'exagère, se pose moins aujourd'hui. Aujourd'hui, la question qui se pose le plus souvent dans les milieux antisémites, c'est la question sioniste. Et tout le monde a remarqué, en Europe, on ne parle plus de juifs coupables. Là, on est franchement dans le discours antisémite, et le discours antisémite, c'est un discours cassé d'extrême droite. Bon. Ça existe, bien sûr. Mais beaucoup de gens écoutent ce discours. Donc, on ne parle plus du juif coupable, on parle de quoi? On parle de l'État coupable. On ne parle plus d'un peuple en trop sur la terre, comme avant 1939, on parle peut-être d'un État en trop sur la terre. Donc, la mutation de l'antijudaïsme d'aujourd'hui, elle est là, et elle est quand même très étonnante, parce qu'elle est très paradoxale, c'est que l'antijuif d'aujourd'hui n'est pas raciste, comme jadis. Au contraire, il est antiraciste. C'est au nom de l'antiracisme qu'il s'oppose aux sionistes. Je n'ai pas dit qu'il s'oppose à la politique de l'État d'Israël, ça n'a rien à voir. On peut s'opposer à la politique de l'État d'Israël sans être antisémite, c'est évident, bien sûr. Ça ne se discute même pas. Mais c'est au nom de l'antiracisme que l'antijuif d'aujourd'hui peut s'opposer aux sionistes. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par sioniste? Il veut dire d'abord et avant tout les juifs réels, les juifs vivants. Et bien d'une certaine façon, les appels à la destruction de l'État d'Israël aujourd'hui sont exactement le pendant que les appels à l'extermination d'avant la Seconde Guerre mondiale. Je reprécise, pour ceux qui n'auraient pas bien compris, que ce n'est pas parce qu'on critique l'État d'Israël qu'on veut la destruction de l'État d'Israël. Ce n'est pas parce qu'on critique l'État d'Israël ou la politique de son gouvernement, ou d'aujourd'hui ou d'hier, n'importe, qu'on est antisémite. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis simplement que dans les appels à l'illégitimité de l'État d'Israël, il y a effectivement une nouvelle forme d'antijudaïsme. Et cet antijudaïsme, qui ne s'appelle plus comme cela, parce qu'encore une fois, on n'est plus anti-juif aujourd'hui, il a pris des formes délirantes dans certains pays. Pas ici, pas en France. Mais malheureusement, quand je dis dans certains pays, vous pensez bien qu'à l'heure d'Internet, ça circule dans le monde entier. On n'est plus à l'ère de la presse écrite, on est à l'heure du web, on est à l'heure de l'information immédiate. Alors quel est le délire actuel? Je vais vous donner 3-4 exemples que tout le monde connaît, j'imagine, dans cette salle. Il y a quelques années, on a entendu en Égypte l'idée que les Israéliens distribuaient des bonbons aphrodisiaques aux femmes égyptiennes pour les détourner du droit chemin et les détourner de la vertu de bonnes épouses. Deuxième mythologie, ça circule sur le net, je n'invente rien. En Égypte, on a accusé les Israéliens de dresser des requins dans la mer Rouge pour casser le tourisme sur les côtes égyptiennes. Troisième exemple, en janvier 2010, il y a un tremblement de terre à Haïti. Beaucoup de pays ont envoyé des secours, Israël aussi, une équipe de l'armée. Eh bien, l'équipe israélienne, de l'armée israélienne a été accusée de se servir des blessés haïtiens pour leur prélever des organes, le cœur, les poumons, les mains, pour les transférer en Israël et les greffer à des malades israéliens. Et quatrième mythologie, il suffit simplement d'allumer un ordinateur et d'aller sur certains sites, comme le même livre, qui vous donne toutes ces images. Aujourd'hui, vous avez des feuilletons dans une bonne partie du monde arabe, et iranien aussi, qui vous montrent qu'effectivement, les juifs ont besoin de sacrifier un enfant non juif pour célébrer la fête de Pâques, parce qu'ils ont besoin de son sang pour fabriquer des matzot. Tout le monde connaît ça, ça s'appelle le crime rituel. Donc, ces mythologies, on pourrait comme ça en égrener des dizaines, il y en a des centaines, il suffit simplement de voir les télévisions arabes et iraniennes, et pour ça, c'est pas difficile. Vous allez sur un ordinateur, vous tapez 5 lettres, M-E-M-R-I, même I. Et vous avez des extraits, c'est ceux qui travaillent en anglais, des extraits de toutes les télévisions arabes et iraniennes. Et là, je vous assure que vous êtes face à un délire qui vous laisse sans voix. Parce que c'est aujourd'hui, même. Donc l'État d'Israël est aujourd'hui ostracisé au nom de l'antinazisme et de l'antiracisme. Autrement dit, la Shoah est retournée contre ses victimes. Israël est l'auteur de crimes nazis, et on peut donc tracer un signe d'égalité entre l'étoile juive et la croix gammée. Donc, l'antisémitisme de droite d'avant la guerre, globalement, il est récusé. Vous trouverez difficilement quelqu'un qui vous dise aujourd'hui « je suis antisémite »,
Et l'extrême droite, ça existe, évidemment, ça existe, je suis pas naïf, bien sûr que ça existe. Mais globalement, la masse aujourd'hui de ceux qui veulent en finir avec l'État d'Israël ne se veulent pas anti-juifs. Ils se veulent d'abord et avant tout antisionistes. Encore une fois, troisième fois que je le dis, pour les sourds et les malentendants. La critique du gouvernement de l'État d'Israël n'est pas forcément ni l'antisémitisme, ni la volonté de détruire Israël. Je le reprécise. Je sais que c'est toujours ce qu'on va vous conseiller. Et du coup, on a un surinvestissement sur la Palestine qui est quand même étonnant. Je voudrais simplement vous donner ce chiffre avant de passer tout de suite à ce qui s'est passé en France durant l'été 2014, parce que ça c'est plus important à mon avis, parce que ça, je crois que tout ce que je dis ici, vous connaissez. Entre 1989 et 2009, donc sans compter l'opération entre le Hamas et l'armée israélienne de cet été. Bon. Entre 1989 et 2009, en 20 ans, le conflit israélo-palestinien a fait 9000 morts. En grande majorité des Palestiniens. 9000 morts. En 3 ans, le conflit en Syrie a fait 185 000 morts. Moi, je viens de France. Je viens de Paris. Je viens d'un quartier, un grand quartier arabo-musulman. Des manifestations pour les massacres, contre les massacres en Syrie, il n'y en avait aucune. Une fois, si, place du Châtelet à Paris, si vous connaissez la place du Châtelet, c'est près de la Seine. Ils étaient 50 et malheureux, 50. Des manifestations pour la Palestine, par exemple cet été 2014, on en a compté plus de 520 en France. 520 en quelques semaines, y compris dans des petites villes de 10 000 habitants. Donc il y a là une disproportion qui pose évidemment problème, et c'est ici que je voudrais arriver à la situation présente. Quand je parlais de mutation du rejet, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Aujourd'hui, enfin, il y a quelques années encore, je n'ose même plus dire aujourd'hui parce que c'est même plus fort, mais il y a quelques années encore, on ne pouvait plus dire à mort des Juifs, c'était antisémite. On disait, c'était les négationnistes qui disaient ça, les Juifs ne sont pas morts. C'est un mensonge inventé par les Israéliens, les sionistes, etc. Négationnisme. On ne dit plus aujourd'hui les Juifs, sale race. Ça, c'est un discours raciste. On dit les Juifs sont devenus racistes. Israël est un état d'apartheid. On ne parle plus de Juifs errants. Au contraire, on dit l'inverse. On dit les Juifs ne sont plus cosmopolites, ce sont des voleurs de terre. Donc le racisme a été retourné contre Israël, la Shoah a été retournée contre ses victimes, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'insiste sur cette idée, on n'est plus aujourd'hui antisémite par racisme, ça c'est l'extrême droite. On peut être aujourd'hui antisémite par antiracisme. C'est ça la nouveauté. C'est la voie royale aujourd'hui pour élire les Juifs, c'est d'abord d'être antiraciste. Alors, d'où ça vient? Ça vient essentiellement du monde arabe. Depuis 1948, il est surtout depuis 1967. Regardez ces jours. La haine anti-israélienne, qui est devenue une haine anti-juive dans le monde arabe, est devenue exacerbée. Elle est devenue hyper violente, c'est pour ça que tout à l'heure je citais le Mémri, que personne ne connaît, en Occident, parce que les gens ne sont pas curieux, parce que les médias occidentaux font mal leur travail, n'informent pas assez les lecteurs, les spectateurs, les auditeurs de la radio, pour leur dire voilà ce qu'on dit chaque jour dans la télévision syrienne, irakienne, égyptienne, ou ailleurs. Voilà ce qu'on écoute, voilà ce qu'on entend, voilà ce que les enfants regardent comme feuilleton. Et moi, des images du Mémri, j'en ai vu déjà des heures et des heures. La haine exacerbée du monde arabe rencontre aujourd'hui en Occident 4 échos. Premièrement, l'extrême droite. Penser que l'extrême droite a disparu, c'est une grosse naïveté. Pas du tout. Par exemple, en France, l'extrême droite, elle est là, bien présente, et très antisémite. Et elle se réjouit de ce qui arrive aujourd'hui en France. Deuxième point, la haine exacerbée du monde arabe, elle rencontre en Europe et en France, parce que moi je parle que de la France. Je ne veux pas parler de la situation anglaise, italienne, ou autrichienne, ou hongroise, je ne la connais pas. Mais en France, en tous les cas, cette haine rencontre l'immigration arabe et surtout l'immigration maghrébine, très importante. 3, elle rencontre l'ultra-gauche, qui n'est pas antisémite en tant que telle, évidemment,
mais qui est en quête d'une cause rédemptrice, et cette cause rédemptrice, cette cause des réprouvés de la terre, c'est aujourd'hui la Palestine, pour beaucoup. Et enfin, elle rencontre un quatrième écho, c'est la culpabilité née de la Shoah et de l'indifférence que les Européens ont souvent manifestée dans la Shoah. Et de là aujourd'hui, d'ailleurs, c'est ça le paradoxe. On s'en veut d'avoir été indifférent devant la Shoah, d'avoir laissé massacrer les Juifs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait devant la vague judéophobe? On est indifférent à nouveau. Et on est indifférent à nouveau parce qu'on cherche enfin à avoir la preuve que les Juifs ne valent pas mieux que les nazis, qui se conduisent en Palestine comme les nazis. Les Israéliens font à Gaza ce que les nazis faisaient au Béton soviétique. Tout le monde a entendu ça, je vous apprends rien. Tout le monde sait ce que je dis ici, ce n'est pas banalité. Tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qu'on a entendu durant l'été 2014. Je ne parle pas des médias italiens, je ne les connais pas, mais des médias français. Alors, avant de poursuivre et de terminer, enfin, pas tout à fait, mais de poursuivre en tous les cas, je voudrais quand même ramener ces chiffres sur la France. C'est quand même un cas à part en Europe. La France est depuis cette année 2014 le premier pays de départ vers Israël. Premier. Avant les États-Unis, avant l'Ukraine, avant la Russie. Entre le 1er janvier et le 31 août, 4566 personnes sont parties en Israël pour y vivre. 4566. Vous me direz, c'est beaucoup, c'est peu. En soi, pour une communauté d'environ 500 000 personnes, en soi, c'est 1%. C'est peu. Oui, mais quand on compare sur les 10 dernières années, ou 20 dernières années, c'est énorme. On pense qu'en 2014, on va arriver à environ 5500 personnes. Or, dans les années 90, on était à 1000 départs, 1000 par an. Au début des années 2000-2005, on était à 1400 départs. Aujourd'hui, on frôle les 6000. Il y a plus grave. À Paris, à l'agence juive, vous savez, cette agence israélienne qui s'occupe des départs, on sait aujourd'hui qu'il y a 26 000 dossiers en attente. Il y a 26 000 personnes qui ont déposé un dossier de départ pour Israël. 26 000. Ça, c'est jamais vu dans l'histoire française. La France n'a jamais eu un grand pays de départ vers Israël. Jamais. Depuis la création d'Israël. C'est la première fois qu'on assiste à une telle mutation. Là, on est vraiment... C'est pas la fuite, n'exagérons pas. Il y a 3 mois, je vous aurais dit, il y a un filet de départ. Aujourd'hui, je vous dirais, c'est le tout début d'un exode. D'un exode maigre, mais d'un exode quand même. Et puis, il y a quand même un autre chiffre qui est intéressant à noter sur la France, qui est quand même inquiétant. C'est le ministère de l'Intérieur ou la police qui donne ce chiffre. La police pense qu'il y a 900 Français, jeunes Français, qui sont partis faire le djihad en Syrie. C'est beaucoup, c'est peu. Là aussi, il faut comparer. Ils disent, enfin la police dit, les Occidentaux disent que les 900 Français représentent 40% des djihadistes occidentaux en Syrie. Soit presque un sur deux. Autrement dit, la France est surreprésentée vers le départ vers Israël, et elle est surreprésentée vers le djihad en Syrie, contre Bachar al-Assad, ou pour l'État islamique, enfin bref, etc. Et puis, troisième et dernier chiffre, en 2014, la forte hausse des actes antisémites, et ça, on le sait déjà depuis 2000, que chaque année, le niveau est très élevé, les années ça baisse un peu, les années ça remonte un peu, mais là, ça a augmenté brutalement en 2014, évidemment, essentiellement à cause de la guerre à Gaza, bien sûr. Mais, ce qui est plus important, c'est la nature des actes. Je ne vais pas vous inonder de chiffres. Jusqu'à présent, la majorité des actes étaient des menaces, des insultes. Mezuzot arrachés, insultes, sales juifs, on va tuer, etc. Pour la première fois depuis 15 ans, les actes antisémites sont plus importants que les menaces. C'est-à-dire que cette fois, on a des gens qui sont frappés dans la rue. Et le service de protection de la communauté juive nous informe que chaque semaine, en France, et ça c'est un chiffre qu'on m'a donné au mois de mars, donc avant Gaza, chaque semaine en France, 2 juifs isolés sont tabassés dans la rue par une poignée d'individus qui les coincent dans un coin, isolés, et qui les cognent.
qui n'ont aucun moyen de se défendre parce qu'ils sont seuls. Évidemment, sont les premiers visés, les juifs visibles à qui parlent. Ou ceux qui portent un maguette David ou un travail. Ce qui fait qu'aujourd'hui, toutes les mères juives demandent à leurs enfants, tu caches le travail, tu caches le maguette David, tu sors dans la rue, tu prends le métro, tu enlèves la kippa. Si vous allez à Paris, si vous fréquentez les quartiers juifs, où il y a des écoles juives, il y en a beaucoup d'écoles juives à Paris, surtout dans 2 quartiers, vous ne verrez pas d'enfants avec une kippa dans la rue, vous verrez des enfants avec des casquettes. Plus de kippa, fini. Il y a un signe, c'est pas le pogrom, c'est pas la nuit de cristal, ne délirons pas, on est en Allemagne, nazis, c'est des bêtises, ça. On est dans un climat d'inquiétude. Voilà la réalité telle que tous les Français juifs la sentent et telle qu'un grand nombre de Français non juifs la ressentent aussi. Depuis cet été 2014, il n'y a pas une réunion où je me suis trouvé pour parler d'autre chose que de ça. Par exemple, jeudi dernier à Paris, j'ai présenté mon dernier livre, L'Atlas de la Shoah. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis ici, rien. Mais à la fin de la présentation en carte, 5 à 8 personnes sont venues me voir individuellement pour me dire l'une après l'autre. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez qu'il faut partir? C'est la fin pour nous. Il faut se préparer au départ. 8 personnes différentes viennent me parler de ça, alors ce n'était pas le sujet de la soirée. Vous voyez le climat d'inquiétude. Voilà ce que je voulais rappeler simplement avant de parler de l'été 2014. C'est là-dessus que je terminerai. Qu'est-ce qui s'est passé cet été? Entre le 12 et le 26 juillet, donc ça fait 2 semaines, on a assisté à 5 scènes d'émeutes à Paris. Ce n'est pas des pogroms, ils ne se seront pas. C'était des débuts de pogroms, c'est-à-dire qu'on a vu des masses, 50, 100, 150 jeunes manifestants, la tête voilée par une capuche, par un kéfier, se précipiter volontairement dans une synagogue, 2 synagogues exactement, le premier jour, puis après il y en a d'autres, pour frapper. Bon, il y avait le service de protection à la communauté juive et la police était là, et la police a fait son travail. Des scènes de violence contre une synagogue pour casser les juifs, comme je disais, vous n'avez jamais vu ça depuis 1944. Premier point. Deuxième point, au mois de septembre, là, au début du mois, on a établi la liste des manifestations pour Gaza dans toute la France. Dans les grandes villes, Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, mais aussi dans les petites villes. Alors j'ai lu la liste, j'ai feuilleté la liste, ça fait une liste de 15 pages. Et à ma grande surprise, j'ai vu qu'il y avait des villes, mais des toutes petites villes, où il n'y a même pas 10 000 habitants. Même là, il y a eu une manifestation. Alors je ne dis pas qu'ils étaient nombreux, ils étaient 20, 30. Mais même là, il y a eu une manifestation. Autrement dit, on a recensé plus de 520 manifestations en faveur de Gaza. Je ne dis pas que ça vaut pas la peine, je ne dis pas que Gaza n'est pas une cause juste, ce n'est pas mon propos. Je dis qu'il y a une disproportion totale. Pourquoi? Parce que pour les autres causes, il n'y a personne. Pour la Syrie, le conflit en Algérie, 200 000 morts, la guerre en Irak, la Libye, des massacres terribles, personne. Personne. Bon. Troisième point, c'est frappant dans ces violences, parce qu'il y a eu des violences, je dis 5 émeutes. Si la police n'avait pas été là, ça tournait au désastre. Et la police a fait un travail remarquable. C'est pour ça que je dis ceux qui comparent avec l'Allemagne, la nuit de cristal, disent des bêtises. L'appareil d'État français est irréprochable. Le gouvernement français est irréprochable. Il fait un très bon travail. La police française fait un excellent travail. Sans elle, c'était la catastrophe, comme moi je dis. Mais vraiment la catastrophe. Dans la grande synagogue près d'Arrestier rue de la Roquette, il y avait 200 fidèles coincés à l'intérieur et les émeutiers autour, avec l'ordre du Premier ministre Manuel Valls, qui a téléphoné à la synagogue pour dire vous ne bougez pas, on envoie la police. Et la police est arrivée en masse. Sinon, c'était une meute. Parce que les portes n'allaient pas céder, n'allaient pas tenir longtemps. On en est arrivé là quand même, le dimanche 13 juillet à Paris. Oui, c'est ça, le dimanche 13 juillet. Or, ces manifestations pour Gaza, ce qui est frappant quand on les a vues en France, quand elles se sont déroulées, c'était des manifestations essentiellement communautaires et ethniques. C'est ça, c'était très frappant parce que on pensait que cette manifestation politique, au sens de on manifeste pour la Palestine, c'est totalement légitime, comme on peut manifester pour Israël ou pour n'importe quelle cause, c'est légitime. Bon. Ce
Seulement, ces manifestations n'étaient pas vraiment. Elles étaient politiques, certes, mais elles étaient très marquées ethniquement, très communautaires. C'est-à-dire que l'essentiel des manifestants était d'origine maghrébine. Les organisateurs étaient maghrébins d'origine. Tous les organisateurs, tous, quasiment tous, à une ou deux exceptions près. C'est-à-dire que quand on a vu les films, les vidéos, les témoignages, on a lu les textes des uns, les textes des autres, etc., on s'est aperçu que, en gros, 80% des manifestants étaient des Français d'origine maghrébine, et 20% restants à peu près des militants de gauche ou d'ultra-gauche. Bon. Et encore une fois, ce qui a beaucoup frappé l'opinion française, ça a été relevé partout, c'est qu'il y avait une disproportion dans les manifestations, entre beaucoup de manifestations pour cette cause et aucune autre cause. Alors pourquoi? Comment expliquer cette masse de manifestants ici et cette absence-là? L'explication est simple, c'est qu'ici il y a un signe juif, et là il n'y a pas de signe juif. Autrement dit, à partir du moment où des Arabes s'opposent aux Juifs, ça mobilise une foule, mais quand les Arabes s'opposent à d'autres Arabes et tuent d'autres Arabes, la Syrie, l'Irak, la Libye, ça n'intéresse personne. Personne ne descend à la rue. Et même pas les Français d'origine maghrébine, qui devraient être concernés pourtant. Ils descendent à la rue. Ce qui d'abord vraiment les intéresse, c'est le conflit avec les Juifs. Et puis il y a eu plus grave, c'est parce qu'en même temps qu'il y avait les manifestations et les 5 émeutes, il y avait sur Internet, mais aussi dans les quotidiens français, le Figaro, le Monde, Libération, le Parisien, il y a des forums de discussion, vous savez. Et bien là, on n'a jamais vu, sur Facebook, sur Twitter, sur les forums de discussion, un tel embrassement de haine qui fait que les modérateurs des grands journaux que je viens de citer ont dit eux-mêmes au mois d'août, on n'a jamais vu un tel déferlement de haine antisémite. Jamais. De notre vie, on n'a jamais vu ça au point qu'on a été obligé de bloquer entre 50 et 90% des messages. Ils ont interdit la publication. C'était violemment antisémite. Et puis il y a un autre point qui a quand même beaucoup frappé l'opinion, et c'est là surtout les Juifs de France qui se sont sentis très seuls, c'est qu'au tout début des émeutes, quand réellement ça tournait, ça risquait de tourner au pogrom, au 12-13 juillet à peu près par là, les médias français ont mis du temps à réagir. Et par exemple, lors de l'attaque de la synagogue près de la Bastille, ils ont parlé d'incidents de fin de manifestation, ce n'était pas des incidents, c'était réellement une volonté avérée d'un groupe, ce n'est pas des milliers, n'exagérons pas, 100 et 200 personnes, d'aller attaquer une synagogue en tant que telle. Ça ne s'appelle pas un incident, ça. C'est beaucoup plus grave que ça. Et puis il y a eu aussi, on a été frappé par ça devant l'été, une floraison d'analyses superficielles qui sont multipliées dans la presse. Alors je donne quelques exemples, il y en a beaucoup, énormément même. Par exemple, l'âge d'or judo-arabe aurait toujours existé, il aurait été détruit par la création d'Israël et par le sionisme. Premier point, première erreur. Deuxième point, ce qui a été frappant dans les médias français, c'est l'ignorance culturelle, de l'histoire culturelle du Maghreb. C'est l'impossibilité de prendre en compte un logiciel intellectuel différent, qui est le logiciel intellectuel arabo-musulman, qui n'est pas le même que le logiciel intellectuel occidental des Lumières. C'est pas être raciste de dire cela, c'est simplement faire de l'anthropologie culturelle. L'anthropologie culturelle, c'est pas de l'essentialisme, c'est pas du racisme. C'était aussi l'impossibilité de comprendre le rôle culturel de l'antisémitisme en France en tant que facteur d'intégration d'une partie de l'immigration mal intégrée. Or, pour une partie de l'immigration française mal intégrée, une partie de l'immigration arabo-maghrébine mal intégrée, le juif, c'est le symbole de la réussite. Or, c'est une réussite illégitime parce que le juif dans le monde arabo-musulman a toujours été un signe dominé. Mais si on ne connaît pas l'histoire des juifs du Maghreb ou des juifs du Moyen-Orient, du Proche-Orient, on ne peut pas comprendre ce que je raconte ici. On pense que ce que je raconte ici, c'est tout simplement un discours raciste, un discours anti-arabe. Non, c'est un discours d'historien, de quelqu'un qui a travaillé 5 ans sur les archives, qui essaie de comprendre comment fonctionnait, en 1900-1950 environ, le gros de la mentalité arabo-musulmane entre le Maroc et l'Irak. C'est tout. C'est pas être raciste que de dire ça, c'est essayer de comprendre. C'est pas être raciste que de dire le nazisme est un enfant d'Allemagne. C'est pas être anti-allemand bêtement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'histoire culturelle. Bon. Ça ne veut pas dire que l'Allemagne est pour toujours été nazie, certainement pas. Il y en a toujours vu. Ça veut pas dire que le monde arabe est pour toujours anti-juif, certainement pas. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'à un moment donné, il a fonctionné comme ça.
ce qu'ont montré également les médias français, mais je pense que c'est vrai d'autres médias en Europe, mais je ne veux pas avancer. C'est l'ignorance massive. Moi, ça m'a frappé, parce que je suis historien de cette question. L'ignorance massive du sionisme. Alors, Emmanuel a cité l'histoire du sionisme. J'ai passé 5 ans à travailler sur l'histoire intellectuelle du sionisme. Je m'apercevais que les médias français et les journalistes qui m'interrogeaient sur ce qui se passait ne connaissaient rien de l'histoire du sionisme. Pour eux, le sionisme, c'est simple, c'est la réaction à l'antisémitisme. C'est tout. Or, je démontre ici en 1000 pages que le sionisme, c'est tout, sauf la réaction à l'antisémitisme. C'est autre chose. Pas lieu d'en parler ici, mais c'est autre chose. Et puis, ignorance aussi profonde des médias du sort des Juifs du monde arabe après 1945. Exclus. Mis à la porte. Doucement, pas expulsés à part l'Égypte, mais mis à la porte les uns après les autres, par milliers, puis par dizaines de milliers, puis par centaines de milliers, et volés au passage, et spoliés. Personne ne savait rien. Je parlais à un journaliste qui m'interrogeait, un grand hebdomadaire français, il ne savait rien de ce que je racontais, mais rien. Il ne savait même pas le mot dhimmi. Vous savez ce que c'est le mot dhimmi dans le sujet d'islam, c'est-à-dire le statut de soumis. Le mot dhimmi, j'étais obligé de lui dire comment ça s'écrit en français. Ça n'a pas ce que ça veut dire. Et du coup, quand au mois d'août, les chrétiens d'Irak ont commencé à être persécutés et chassés par l'armée islamique avec les Yazidis, tout d'un coup les médias se sont réveillés et ont dit mais qu'est-ce qui se passe avec les chrétiens? Et là, il n'y a pas un seul journaliste français qui a dit ce qui se passe avec les chrétiens d'Irak, c'est ce qui s'est passé avec les Juifs en 1950 en Irak. La seule personne que j'ai entendue sur une radio le dire, c'est un prêtre catholique irakien qui a dit ce qui est en train de se passer avec nous en Irak, ce qu'on est en train de nous faire, c'est ce qu'ils ont fait aux Juifs en 1950. Il a fallu qu'un Irakien le dise, mais pas un journaliste français n'a eu la curiosité intellectuelle d'aller chercher ce qui s'était passé avec les Juifs. Pour voir qu'on était en train de vivre une répétition historique d'un drame. Et puis, il y a encore d'autres erreurs qui ont été commises dans les médias. C'est pour ça que je veux insister là-dessus, parce que aujourd'hui, tout le monde sait que le pouvoir médiatique, c'est Internet, évidemment, et c'est tout le pouvoir médiatique qui tourne autour d'Internet. C'est considérable. Vous pouvez faire tous les livres que vous voudrez, vous pouvez faire le meilleur cours d'histoire que vous voudrez à l'université ou au lycée, face à Internet, face à la télévision, vous êtes perdant, c'est fini, vous avez perdu. Vous n'êtes pas audible. Eh bien, ce qui est frappant dans les médias français, ça a été, pendant la guerre entre le Hamas et l'armée israélienne, la fausse symétrie. C'est-à-dire, les Juifs de France sont solidaires d'Israël. Vrai ou faux? C'est vrai. Alors, les Arabes de France sont solidaires de la Palestine. C'est vrai ou faux? C'est vrai. Mais ont-ils les mêmes conditions de l'aide? Il y a un point qu'ils oubliaient tout de même dans leur démonstration, c'est que les Juifs de France ont un lien charnel avec les Israéliens. Pourquoi? Parce qu'ils ont de la famille. Des enfants, des parents, des cousins, des amis. Il n'y a pas une famille juive de France qui n'ait pas un lien avec les Israéliens sur le plan charnel, biologique. Je ne dis même pas seulement des amis, je dis biologique. Enfin, les Français d'origine maghrébine, quel lien ont-ils avec les Palestiniens sur le plan biologique? Il n'y a aucun. Ils ont un lien politique, ça je comprends très bien. Les Juifs ont un lien politique et charnel. Ce n'est pas la même chose. La symétrie est fausse. Et puis, la superficialité des analyses. Alors la guerre palestinien-israélien, oui, on comprend pourquoi, c'est la colonisation. C'est vrai que la colonisation est un poison, c'est un danger la colonisation. Moi je suis personnellement très opposé à ça, c'est signé Gicole. On m'en a beaucoup voulu, beaucoup de milieux juifs m'en ont voulu d'avoir signé Gicole. Et je persiste, et je pense que la colonisation est un poison pour tout le monde, les Israéliens et les Palestiniens. Et en même temps je soutiens que la colonisation n'est pas l'origine du problème. Pourquoi? Parce qu'avant 67, est-ce qu'il y avait une colonisation? Non. Est-ce que c'était la paix? Non. Est-ce qu'Israël a été reconnu? Non. Un enfant de 10 ans peut comprendre ça. Alors comment des médias et des hommes, des femmes intelligents peuvent-ils ne pas comprendre ce que n'importe quel petit enfant pourrait comprendre? Que la colonisation est une conséquence de la guerre. Et la guerre elle-même est une conséquence du refus, non pas d'Israël, ce serait trop simple, du refus du droit à l'existence d'Israël. Du droit à l'existence d'Israël. Voilà, c'est ça le travail des médias. C'est ça qu'ils auraient dû faire. Ils ne l'ont pas fait en France. Ils l'ont pas fait. Alors, quand je dis superficialité des analyses, je veux dire par là que beaucoup de médias ont été incapables d'analyser ce qu'on appelle la tilitude. Ils ne savaient même pas ce que c'était. Beaucoup de médias ont été incapables
de penser qu'il y avait, dans une grande partie du monde arabe, l'impossibilité de penser un signe juif libre. C'est-à-dire non pas d'accepter seulement Israël, parce qu'effectivement, beaucoup ont dit à juste titre, mais l'Égypte a accepté Israël, a reconnu, c'est vrai. La Jordanie a reconnu Israël, c'est vrai. Oui, mais vous savez ce que disait Paul Valéry. L'histoire se fait avec les arrière-pensées. La question n'est pas de reconnaître Israël, la question est de reconnaître le droit à l'existence. Et ça, ils n'ont pas reconnu. Ils n'ont pas reconnu. Pourquoi je dis ça? Parce que je regarde les images, télévision, la traduction des articles en anglais, le memory, tout ce qui s'écrit dans la presse arabe, c'est tout. C'est là la source, c'est là qu'il faut l'entendre. C'est là qu'il faut voir ce qui se dit dans l'opinion publique à Damas, à Bagdad, au Caire ou ailleurs. C'est là la vérité vraie de ce que pense le cœur de la population. Pas le discours officiel en anglais. Ça n'a aucun intérêt, ça. C'est le discours en arabe, dans la rue, dans les télévisions, dans les radios, tout ça qui compte. Alors, est-ce que pour autant, les médias français ont été antisémites? Beaucoup de juifs le disent. Ils sont tellement pris par la peur aujourd'hui de ce qui se passe, ils disent nous sommes entourés d'antisémites, la France est antisémite. C'est une erreur énorme. La France n'est pas antisémite. Il y a des antisémites en France? Oui. Majoritairement, non. Une presse antisémite en France, je n'y crois pas. En revanche, c'est beaucoup plus subtil que ça, même s'il y a sans doute des antisémites, on ne peut pas l'en empêcher évidemment, on ne va pas faire le décompte, ce serait absurde. Il est probable que dans l'économie psychique du monde occidental, le signe juif est accepté parfaitement, et c'est pour ça que l'antisémitisme est très sévèrement condamné en France, comme je l'imagine en Italie. Mais qu'en même temps, le signe juif n'est accepté que sous deux formes, et pas sous trois formes. Première forme, la Shoah. Le signe juif est accepté comme mort. Alors là, vous avez une religion de la Shoah en Occident, et en France entre autres, mais en Italie aussi, un compassionnisme victimaire extraordinaire. C'est le 7 janvier, c'est le devoir de mémoire, c'est les minutes de silence, c'est Primo Levi, c'est les études de texte, c'est ceci, c'est cela, c'est les commémorations à n'en plus finir. Chaque semaine, chaque jour, on parle de la Shoah pratiquement en Allemagne. Chaque semaine paraissent 3 livres sur le nazisme. Chaque semaine, 3 livres sur le nazisme, pas seulement sur les juifs, sur le nazisme. Dire qu'on ne parle pas de la Shoah en Occident est une erreur. On en parle énormément, on en parle trop. Énormément. Et c'est ça qui est fort. Donc le signe juif accepté, oui, sous la forme du décret Varsovie. Mais pas seulement, ce serait trop simple. Le signe juif est accepté aussi sous une deuxième forme, c'est le signe juif abstrait. Le juif, c'est l'intellectuel universel. C'est Stéphane Zweig, l'homme sans frontières. L'homme qui n'a pas de passeport et qui ne comprend plus qu'un passeport. D'ailleurs, c'est Zweig qui avait cette très belle formule après la Première Guerre mondiale, dans ses mémoires, juste avant son suicide. Zweig avait cette belle formule. Avant, pour être un homme, disait-il, il fallait une âme et un corps. Aujourd'hui, pour être un homme, il faut une âme, un corps et un passeport. C'est très juste, il avait raison. Eh bien, la figure admirée dans le monde non juif du juif, c'est Freud, c'est Zweig, c'est Mahler, c'est les grands intellectuels austro-hongrois, c'est tout le passé de l'Autriche-Hongrie d'avant 1914 et de la grande floraison intellectuelle de Vienne avant 1914. C'est tout ce qu'on retrouve en petite dimension à Trieste, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est cette image mythifiée d'un monde juif qui a représenté un âge d'or intellectuel européen. Et c'est-à-dire un juif qui n'est pas enraciné dans un pays qui s'appelle Israël, un juif qui est hors frontière, un juif universel, un juif abstrait. Et ce qui est très étonnant, c'est qu'on se dit, pourquoi pas? L'heure n'est plus aux frontières, l'heure est à l'abaissement des frontières, l'heure est à l'Europe unie. Or, on constate qu'aujourd'hui, et les médias ont dû le dire, ça, c'est leur travail de le dire, aujourd'hui en Europe, il y a plus de frontières qu'en 1950. Et qui l'a remarqué? La Tchécoslovaquie a divorcé. Tchéquie-Slovaquie. L'ancienne Yougoslavie a éclaté en 6 morceaux. L'Union soviétique a éclaté. L'Ukraine d'un côté, la Russie de l'autre, la Biélorussie de l'autre, les États baltes de l'autre, etc. Et ont récupéré leur indépendance. Aujourd'hui, l'Écosse veut son indépendance. Aujourd'hui, les Basques d'Espagne veulent leur indépendance. Les Catalans veulent leur autonomie. Il n'y a jamais eu autre frontière
Et on nous dit que le juif c'était le symbole de l'anti-frontière et c'est ce juif-là qu'on aime, mais le juif enraciné, le sioniste israélien, ça c'est l'anti-judaïsme par excellence, c'est la négation du principe juif, c'est la négation du juif que l'on aime. Mais le juif que l'on aime, c'est un fantasme, ça n'existe pas. Et ce juif que l'on aime là, on sait comment il a terminé. Il a terminé après Treblinka. Et tout le monde le sait. C'est donc un vieux rêve, mais un rêve qui est mort après Treblinka. C'est fini. Donc, à partir de ces deux points-là, je dirais, il faut que je termine maintenant, que le refus du signe juif, c'est le refus du signe juif vivant, c'est-à-dire d'un signe juif non dominé. Qu'est-ce que c'est le signe juif vivant d'aujourd'hui? C'est l'État d'Israël. Je suis désolé de dire ça, mais en 1950, Israël regroupait 8% des juifs du monde. Aujourd'hui, Israël regroupe 52% des juifs du monde. Dans les décennies qui viennent, Israël regroupera la majorité des juifs du monde. Le cœur de la vie juive aujourd'hui, intellectuellement parlant, c'est Israël. Le cœur des publications en hébreu, en théologie, en philosophie juive, dans tous les domaines qui concernent le judaïsme, c'est plus les États-Unis comme dans les années 40, 50, 60, c'est Israël. Le cœur de la vie juive, que ça plaise ou pas, c'est l'État d'Israël. Mais le signe juif vivant, c'est pas seulement l'État d'Israël, c'est aussi l'armée d'Israël. Et ça insupporte profondément. Pourquoi? Parce que dans l'économie chic du monde occidental, oui, le signe juif, on l'accepte, mais à condition que ce soit un signe juif, ou plutôt un juif en défense, un juif implorant, mais pas un juif en position de vivant, en position de force, qui dispose d'une force armée et qui rend coup pour coup. Et du coup, là se pose la question, qui aurait dû interpeller aussi les médias. C'est leur travail de poser ces questions. Pourquoi a-t-on demandé à l'armée israélienne de faire preuve de retenue à Gaza? On comprend très bien. Voilà la retenue. Mais pourquoi n'a-t-on pas demandé aux Américains de faire preuve de retenue en Irak, où ils bombardaient des populations civiles, ils ont tué des milliers de civils en Irak, des milliers de civils en Afghanistan. Et personne ne s'est offusqué en Europe de dire mais vous n'avez aucune retenue, vous bombardez les populations civiles. Les Français bombardent au Mali. Vous croyez qu'ils bombardent que des militaires, qu'ils bombardent que des islamistes, ils tuent des civils. Personne n'a demandé à François Hollande, à l'armée française, de la retenue. Pourquoi demande-t-on de la retenue spécialement à cette armée-là? Comme si cette armée-là n'avait pas tout à fait le droit de se battre comme une autre armée, comme si on lui permettait de se battre, oui, mais avec une main attachée dans le dos. Donc avec une seule main. D'où le terme de disproportion. Et on a entendu durant l'été 2014 en France, la disproportion dans tous les domaines. Disproportion des pertes. Oui, il y a une disproportion des pertes, c'est vrai. 90% des pertes étaient des pertes palestiniennes. C'est parfaitement vrai. Quel que soit le chiffre, on ne connaît pas bien les chiffres, évidemment, mais une chose est sûre, c'est que les Palestiniens ont eu beaucoup plus de morts que les Israéliens, c'est évident. Les Israéliens ont eu quelques morts civiles, 5 je crois. Et le gros de leurs victimes ont été des victimes militaires. Les victimes palestiniennes, c'est probablement 2000, 2300, 1800, on ne sait pas exactement le chiffre, hein. On hésite. Bon. Une chose est sûre, c'est qu'ils ont eu des civils parmi les pertes, évidemment, vu la densité de population. Mais la question est la suivante. Est-ce qu'on aurait voulu qu'Israël ait plus de pertes pour que son combat soit considéré comme légitime? On dirait que c'était une façon subliminale de poser le problème que de dire, comme si on regrettait d'une certaine façon qu'Israël n'ait pas plus de victimes. C'est étonnant. Deuxième point, on a parlé de la disproportion des moyens militaires. C'est vrai, évidemment, que l'armée israélienne est bien plus forte que le Hamas, bien sûr. Et on a considéré que c'est immoral. Mais est-ce qu'il y a eu à l'idée d'un journaliste de dire les Alliés en 1944-45 avaient des moyens militaires infiniment plus puissants que l'Allemagne nazie? Et c'est comme ça qu'ils ont écrasé Hitler. Et heureusement qu'ils avaient des moyens militaires plus puissants. Est-ce qu'on a considéré ça comme immoral? Troisième exemple, on a considéré que les Palestiniens avaient eu beaucoup de victimes civiles et que donc, d'une certaine façon, le combat israélien était immoral pour cela. Je ne sais pas s'il faut en conclure, mais une chose est sûre, ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de victimes civiles que votre combat est juste. Parce que si c'était le cas, alors l'Allemagne, qui a eu 2 millions de civils tués dans les bombardements anglo-américains, 2 millions de civils tués, 2 millions. Si on s'en tient simplement aux chiffres, à l'arithmétique, alors l'Allemagne nazie aurait mené le combat le plus juste du monde, du fait du nombre de ses pertes civiles. Le nombre de pertes ne fait pas la justice d'un combat.
ne fait pas la justesse d'un combat. On peut déplorer non des pertes, on déplore, mais ça n'implique en rien qu'un combat est juste. Et enfin, on parle de disproportion. Et on a raison, c'est vrai qu'il y a des disproportions. Mais disproportions dans la focalisation. Et c'est là-dessus que je terminerai. Le nombre de journalistes. Il y a plus de journalistes en Palestine et en Israël que dans toute l'Afrique réunie. Toute l'Afrique. Y compris l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord et la Libye et l'Égypte. Et donc l'Afrique noire, bien sûr. Sur un tout petit territoire, Israël-Palestine, vous savez que c'est ridiculement petit. Entre la mer et le Jourdain, il y a environ 60 km. Disproportion, oui, dans la focalisation, le conflit israélo-arabe, je ne dis pas palestinien, je dis israélo-arabe, depuis 1947, a fait environ 90 000 morts, deux côtés réunis, deux côtés. Environ 70% de morts arabes et 30% de morts israéliens, environ, c'est à peu près le chiffre que je donne. 90 000 ou 100 000 morts. Toutes les sources arabes et israéliennes donnent à peu près les mêmes chiffres. Bon, certes, c'est un chiffre considérable, mais pensez simplement à ce qui s'est passé en Syrie, pensez à ce qui s'est passé en Irak, pensez à ce qui s'est passé dans la guerre Iran-Irak, 500 000 morts. Tout le monde a oublié cette guerre. Pensez à ce qui s'est passé au Congo, ce qui se passe encore au Congo, aux horreurs. Bon. Et effectivement, ce qui est frappant, ce que je terminerai là-dessus, c'est que en juillet et août 2014, il y a eu, si on en tient aux sources palestiniennes, je vais prendre que ces sources-là, 2300 morts palestiniens à Gaza. Juillet et août, dans quelques semaines de conflit entre les deux parties. Mais dans le même temps qu'avec ce conflit, on tuait en Libye, on tuait en Syrie, on tuait en Irak. Autrement dit, dans le même temps, il y avait 2300 victimes palestiniennes. Le camp arabe a tué plus d'Arabes que l'armée israélienne. Ça n'a provoqué aucun émoi de l'opinion, aucune question, aucune manifestation, aucun défi. Ça, c'est la question. Merci. Chiedo per favore che mi porti una cuffia per la traduzione per il professore Sussani dell'eventuale domanda posta. Intanto chi desidera porre delle domande, ringrazio veramente il professore per la completa esposizione, molto interessante. Se qualcuno ha delle domande da fare può alzare la mano. Ci sono delle domande? Prego. Io vorrei sapere se ci sono dei buoni libri che consiglia sulla situazione ebraica nei paesi arabi e di quanto sono sbagliata. Perché questa cosa qua, che sembra, no? Che ci sia la Nakba e non ci sia mai stata una cosa ebraica dai paesi arabi, è una delle cose che l'Italia fa in poesia. Alors, vous me posez une question très délicate. Je compris la réponse. Parce qu'il y a 2 ans, j'ai sorti un gros livre comme l'histoire du sionisme sur la fin des Juifs en terre arabe. C'est aussi gros que l'histoire du sionisme, 1000 pages. Et bien, vous avez l'occasion de lancer un appel aux éditeurs italiens, et Naomi en particulier, à traduire ces livres. C'est un livre qui porte sur la période 1850-1975, dans lequel j'essaie d'expliquer pourquoi les Juifs sont partis. Et j'essaie de montrer que
à cause du conflit israélo-arabe, même si le conflit a été l'étincelle qui a déclenché le départ massif, ça c'est vrai. Mais que les raisons sont beaucoup plus profondes et qu'elles tiennent à la modernisation, à l'occidentalisation des communautés juives qui ont créé un divorce d'avec les communautés arabes, et ce divorce a rendu impossible la coexistence dans un monde arabe qui est marqué par une suggestion permanente du sujet juif, le fameux statut de Fini. Bon. Alors, en français, il y a ce livre qui est le plus récent. Il y en a d'autres, mais là, en anglais, je vous conseillerais, parce que celui-là, vous pouvez le lire plus facilement, les études de Bernard Lewis, je pense qu'il est traduit en italien, juif en terre d'islam, très important, Bernard Lewis. Et en anglais, essentiellement, Norman Stillman, lui, il n'est pas traduit en italien. Norman Stillman, Jews in Arab Lands. Excellent, deux gros livres, c'est un recueil de textes plutôt, mais enfin, je pense qu'en italien, le plus accessible et sans doute l'historien le plus honnête sur le sujet, c'est quand même Bernard Lewis, mais malheureusement, Lewis ne va pas jusqu'à la période contemporaine. Pour la période contemporaine, vous avez Stillman, puis un certain nombre d'études en anglais, en français, etc., pas traduites, et puis vous avez surtout, chez vous en italien, un grand historien italien qui a fait une étude magistrale sur les Juifs de Libye, c'est Renzo De Felici. Extraordinaire celui-là. Alors celui-là, je vous le conseille, moi je l'ai lu, pas en italien, je ne sais pas l'italien, je l'ai lu en anglais, pour écrire mon propre livre. Renzo De Felici m'a énormément aidé. C'est un livre extraordinaire sur ce qui s'est passé en Libye et d'une certaine façon, à travers lequel bien, vous voyez un cas plus général de l'Arabe. Pardon? Il y a beaucoup, en hébreu. Alors c'est pas du tout traduit. Je parle français. S'il vous plaît, monsieur, bon, d'abord, merci beaucoup. Vous avez lumineux et on a compris beaucoup de choses. Et je vais vous poser une question quand même. La presse est-elle tout simplement, et je dirais probablement ignorante, ou elle est véritablement judéophobe? Et comment expliquez-vous ce phénomène d'après lequel on dirait beaucoup d'intellectuels et la presse est vraiment sont du côté de Gaza et on dirait presque un nouvel engagement au sens où le XXe siècle entendait, c'est-à-dire un engagement des intellectuels hors Gaza. Ça, c'est un phénomène quand même assez inquiétant. Vous avez expliqué là par la haine des origines, cette forme, disons, d'anti-judaïsme actuel, mais cela ne peut pas véritablement expliquer l'intensité et même la force de ce mouvement d'opinion qui entraîne vraiment une idée d'engagement au moment où ça correspondait. Merci. Je vais vous répondre, même si je n'ai pas bien entendu le début de la question, parce que j'ai pris l'écouteur et je crois que vous parler en italien. Vous entendez l'italien. Alors, j'ai compris. Je crois que dans cet engagement palestinophile très important par un nombre d'intellectuels occidentaux, je vois deux raisons. La première, c'est la quête très classique chez un grand nombre d'intellectuels de gauche d'une cause rédemptrice qui porte le malheur de l'humanité, d'une cause sacrée. Jadis, c'était le paradis soviétique, la révolution culturelle chinoise, le tiers-monde, la révolution castriste, Cuba, et ça a même été pour certains le Cambodge, le Pol Pot. Je pense à des intellectuels français et philosophes très connus en France. Et même en Italie, je pense qu'Alain Badiou est traduit en Italie. Donc, ce messianisme qui appartient à la gauche, et souvent à l'ultra-gauche, ce messianisme intellectuel qui est toujours en quête d'une cause messianique à défendre, c'est une constante. À gauche, c'est une constante qui, hélas, fait que la gauche n'est pas vaccinée contre le totalitarisme. C'est la fameuse formule de George Orwell, qui était de gauche, je le rappelle, qui fait partie des brigades internationales en Espagne. George Orwell était très lucide et qui disait la gauche est antifasciste, elle n'est pas antitotalitaire. Et on en a la preuve tous les jours. C'est la première raison, c'est là, et aujourd'hui, que l'UE est mort, que la
révolution culturelle est finie, que le Cambodge est fini, que les illusions de Cuba se sont dissipées. La cause par excellence des pauvres, des réprouvés, des opprimés, des humiliés de la terre, ce sont les Palestiniens. Et là, il y a une deuxième raison du jeu. Pourquoi eux spécialement, alors qu'il y a d'autres réprouvés de la terre tout de même? Pourquoi eux? Alors que je rappelle les chiffres. 90 000 morts dans le conflit israélo-arabe depuis les origines. C'est beaucoup, mais par rapport aux autres conflits, mais c'est rien. Pourquoi une telle focalisation, une telle excitation, pourquoi une telle obsession du conflit? Là, ça pose vraiment un problème. Parce qu'à mon avis, il y a une deuxième raison qui est beaucoup plus profonde que la première, qui est complémentaire. C'est la culpabilité née de la Shoah. La Shoah a introduit en Occident une culpabilité très lourde, très difficile à assumer. Et cette culpabilité difficile à assumer se traduit en agressivité. Elle ne peut pas se traduire en agressivité immédiatement. Je m'explique. Quand je dis qu'elle se traduit en agressivité, je m'appuie sur une phrase, entre autres, de Rousseau, du philosophe français Jean-Jacques Rousseau, qui écrivait à la fin de sa vie: le monde est plein de gens qui me haïssent à cause du mal qu'ils m'ont fait. Et si on écarte Rousseau, on ressent que c'est un arabaillac, en même temps. Je voudrais vous citer un autre exemple. C'est une phrase tirée d'un film d'Axel Corti, cinéaste juif autrichien, qui a fui l'Anschluss, et qui, dans un film qui s'appelle Santa Fe, qui montre deux exilés juifs viennois à New York en 1942, et qui discutent de ce qui se passe en Europe, parce qu'ils sont au courant de ce qui se passe en Europe. C'est bien que la Shoah est un secret, un faux secret. En 1942 aux États-Unis, on sait déjà beaucoup de choses. Et l'un des deux juifs autrichiens viennois dit à l'autre, en parlant des Autrichiens et des Allemands en général, ils ne nous pardonneront jamais le mal qu'ils nous ont fait. Mais vous avez là la clé de cet engagement palestinophile exacerbé. Parce que, avec Israël, avec l'armée israélienne, avec la violence entre les Israéliens et les Palestiniens, si on arrive à démontrer que les Israéliens se comportent comme des bourreaux, comme des nazis à la limite, et si Gaza c'était au Varsovie, alors ça veut dire que les victimes d'hier ne valent pas mieux que les bourreaux d'hier. Et si les victimes d'hier se comportent exactement comme les assassins d'hier, nous n'avons plus de leçons à recevoir de ces gens-là. Nous sommes quittes, nous en sommes quittes pour la culpabilité. Nous sommes enfin délivrés de ce poids terrible qui pèse sur nos épaules depuis si longtemps. Donc, ce que nous voulons par-dessus tout, nous, intellectuels occidentaux, c'est qu'on nous prouve chaque jour que les Israéliens se comportent comme des barbares. Et plus on le prouvera, et plus les Palestiniens montreront des enfants morts et des victimes civiles tuées, et plus nous jubilerons en tant qu'occidentaux parce que nous aurons la preuve qu'ils ne valent pas mieux que les SS, que la Wehrmacht, que la Waffen-SS, que ce qu'ils font en Gaza, le blocus de Gaza et tout le reste, c'est des catastrophes. Parce que la culpabilité enfin tombe. Je pense que là, vous touchez du doigt une des raisons profondes de la palestinophilie. Alors historiquement, ce qui se passe entre Gaza, enfin, la comparaison de Gaza avec Varsovie, j'aurais même honte de dire que ce n'est pas la peine d'expliquer. Expliquer que ça ne tient pas la route une seconde, c'est pas la peine. Je ne peux pas perdre de temps là-dessus. C'est une niaiserie historique. C'est tout. Abbiamo ancora 6 minuti, poi dobbiamo lasciare la stanza. L'antisemitismo ha sempre avuto in qualche modo un valore archetipo rispetto anche alle altre forme di persecuzione. In qualche modo si è sempre detto che l'antisemitismo è una cartina di tornasole di cose più vaste, più grandi, che poi accadono nella società, quasi un rivelatore di situazioni future. Ecco, rispetto a questo, al di là della mia appartenenza alla comunità ebraica, mi chiedo dove sta andando
Che cosa significa il ricomparire in forme nuove come anti-israelismo del vecchio antisemitismo o di cose che si confondono insieme, che si mescolano appunto l'una con l'altra? Quali sono i rischi che l'Europa ha davanti adesso rispetto a questi inquietanti annunci attuali? Une question qui est très difficile. Parce que vous posez une question sur l'Europe et je ne peux pas parler de quelque chose d'aussi vaste que l'Europe. Je peux simplement vous donner mon impression en tant que Français qui connaît un petit peu l'Europe, mais pas beaucoup, plutôt la France évidemment, et de la tendance actuelle. La première chose que je rappelle, c'est qu'avant 1939, 2 tiers des Juifs dans le monde vivaient en Europe. Aujourd'hui, 12%. Pour le judaïsme, l'Europe, c'est fini. C'est un handicap. Nous sommes le grand cimetière. Et en Italie, vous en êtes un bon exemple. J'étais il y a 2 ans, on m'avait demandé de venir à une opération du musée de Ferrara. Et avant, c'est le soir. Et avant, on m'a fait visiter le grand cimetière juif de Ferrara. Il y a l'auteur de Filzi Contini, Massali, merci. Et j'ai été frappé par quelque chose qui m'a beaucoup ému, l'immensité du cimetière. Et la communauté juive le soir réunie, c'était 50. Donc, je me suis dit, ce qui se passe en l'image de l'Italie de Ferrara, c'est l'image de l'Europe. Peu de vivants et immensément de morts. Ça ne répond pas à votre question. Je crois que sur le fond, l'Europe, pour 2 raisons, risque de connaître un nouvel exode des Juifs, de ces Juifs, surtout la France et la Belgique. Je ne sais pas ce qu'il en est ailleurs, mais pour la France, je crains que nous soyons au seuil d'un nouvel exode. Or, je rappelle que la France, c'est la plus grande communauté juive d'Europe, 500 000 personnes. Pour 2 raisons. La première, à savoir l'évolution d'une partie de la doxa intellectuelle selon l'explication que j'ai donnée tout à l'heure, à savoir qu'il y a une passion anti-israélienne qui n'est pas en soi forcément une passion antisémite, qui peut recouvrir une passion antisémite, mais qui est une passion qui cherche et qui vise d'abord et avant tout à déculpabiliser une fois pour toutes l'Europe du crime commis. Or, le crime commis par les Allemands pendant la Shoah est un crime européen. Crime allemand, oui. Autrichien, oui. Enfin, je ne veux pas dire par là qu'il y avait... Quand je dis crime européen, je ne veux pas parler ici des auxiliaires du crime, je veux dire que le grand auxiliaire du crime en Europe, c'est l'indifférence. C'est l'indifférence. Et là, ça se traduit par la culpabilité considérable. Le deuxième point qui fait que la population juive risque de connaître un nouvel exode, c'est qu'il y a un basculement démographique en Europe. Parler de basculement démographique vous expose immédiatement à vous faire taxer de racisme. J'en ai fait l'expérience en France. Alain Finkielkraut en a fait l'expérience avec moi et d'autres. Je l'explique. En France, depuis 40 ans, nous avons affaire à une grande vague de peuplement venue du Maghreb, qui a un grand avenir devant elle, parce que le Maghreb est jeune, la moitié de la population du Maghreb a moins de 20 ans. C'est ni bien ni mal, c'est comme ça. Cette population, venue du Maghreb en France et en Belgique, mais aussi aux Pays-Bas ou d'autres pays, apporte avec elle des préjugés anti-juifs très puissants dans la culture arabo-musulmane, que personne ne connaît parce qu'il y a une grande ignorance du monde occidental et du monde journalistique là-dessus. Mais tous les témoins de ce monde-là connaissent, tous les Arabes venus de ce monde connaissent, et tous les historiens de ce monde connaissent. Non, les historiens de ce monde-là, on n'est pas nombreux, je vous ai répondu tout à l'heure. Très peu nombreux sur ce sujet. Et à Milan, il y a 2 jours, quand j'ai expliqué que dans l'arabe courant, à Alger, à Tunis, à Rabat, quand on dit le mot juif en arabe, on dit Youli Hachak, personne ne connaît. Je suis sûr que vous ne connaissez pas. Youli Hachak. Ça veut dire que quand vous prononcez le mot juif, vous vous excusez auprès de votre interlocuteur d'avoir prononcé un mot sale. Ça veut dire, juif, Youli, excusez-moi d'avoir prononcé un tel mot. Par exemple, voici le quartier juif. Hahat el Yahoud, le quartier juif.
Hachak, excusez-moi d'avoir prononcé ce mot. C'est terrible. Mais qui le sait en Occident ce que je raconte là? Si je raconte ça à un Maghrébin, je l'ai fait en France. Tout le monde me dit que vous avez raison, c'est vrai. Si je raconte ça à un juif venu du Maghreb, qui est âgé, 60 ans, 70 ans aujourd'hui, pas qui a 20 ans, qui est né en France, il me dit c'est vrai, évidemment. Tout le monde le sait ça. Mais la jeune génération ne le sait pas, les Occidentaux ne le savent pas. Donc en clair, je reviens à mon sujet, pour vous répondre, pour être bref, oui, ils viennent avec des préjugés antisémites très forts, mais des préjugés antisémites aggravés par le conflit israélo-arabe. Israël est de mal absolu. Et même parmi les intellectuels, des gens intelligents, formés à la raison occidentale, à un moment donné, la raison se bloque devant Israël. Je donne un exemple. Pris hier, mais je pourrais donner 10 exemples. Il y a 10 ans, un colloque d'intellectuels européens, enfin mondial, plutôt sur Spinoza. Et ce colloque sur Spinoza, il y avait une intellectuelle tunisienne qui a fait un très bel exposé sur l'influence de Spinoza et des Lumières dans le monde arabe et dans la renaissance intellectuelle du monde arabe, la Narda, au début du XXe siècle. Tous les présents étaient là pour dire c'était très bien. Et puis, le professeur de philosophie italien qui m'a parlé de ça hier me raconte l'anecdote suivante. Le lendemain au déjeuner, ils discutent ensemble et la Tunisienne dit à l'Italien votre exposé était très intéressant, l'Italien dit à la Tunisienne c'était aussi intéressant que vous, etc. Et puis ils commencent à discuter et l'Italien pose la question historique très importante. Il y a eu une tentative des Lumières dans le monde arabe, la Narda, c'est fait en 1900. C'est indéniable. Pourquoi a-t-elle échoué? Pourquoi la Narda a-t-elle échoué et finalement le monde arabe a plongé dans l'obscurantisme qui a été le nationalisme d'aujourd'hui, l'islamisme? Parce qu'il y a eu des Lumières dans le monde arabe, ça on l'oubliait, personne ne le sait. Il y a eu du féminisme dans le monde arabe. Vous savez qu'il y a un grand féministe au Caire à Bagdad en 1920, extraordinaire. Et ça a acheté. Et la réponse de la Tunisienne, une intellectuelle, c'est à cause du sionisme. Donc cet intellectuel italien du soir, il a arrêté de dialoguer. Comment voulez-vous dialoguer avec une femme intelligente, intellectuelle, spinoziste, plus spinoziste? Vous savez ce qui représente Spinoza dans la philosophie occidentale. C'est l'intelligence même, c'est les lumières mêmes, c'est l'un de nos plus grands penseurs. Qu'une spinoziste et une intellectuelle fasse cette réponse, c'est désespéré. Donc j'en reviens à ma réponse qui est un peu longue. Ils viennent avec des préjugés antisémites. Bon. Aggravés par le conflit israélo-arabe, oui. Et souvent, plus grave, leurs préjugés vont s'aggraver ici, en France, parce que l'intégration fonctionne plus ou moins bien. Et du coup, on va avoir ce paradoxe que leurs préjugés antisémites seront plus forts chez eux, jeunes générations, et souvent même jeunes générations nées en France, alors que par rapport à leurs parents et à leurs grands-parents. Pourquoi? Parce que cette jeune génération née en France ou en Belgique, qui s'intègre ou qui s'intègre moins bien, le fait qu'elle s'intègre mal se traduit chez elle par du ressentiment, du désarroi, de la frustration, et ce ressentiment, ce désarroi, cette frustration se traduisent par un repli identitaire vers l'islam, qui va rendre dans le discours islamiste contemporain les juifs et les lumières, et les croisés, les chrétiens, et le monde occidental, et les américains et tout le reste, responsables de tous les malheurs du monde musulman et du monde arabe, et ça va se cristalliser sur Israël et sur les juifs en général, et ça va donner la violence colossale. Il y a quand même quelque chose qui est frappant, qui montre une évolution inquiétante de l'Europe, et je termine ma réponse là-dessus, c'est que ces 2 dernières années, les 2 seuls passages à l'acte antisémite, où des juifs européens ont été tués en tant que juifs, et seulement en tant que juifs, et pour ça, ont été tués par des Français nés en France, d'origine maghrébine. Mohamed Merah, Toulouse, mars 2012, Mehdi Mouche, mai 2004, musée de Bruxelles. Mohamed Merah est né à Toulouse, Mehdi Mouche est né à Roubaix en 2000. Ils sont allés à l'école en France, ils savent parfaitement français. Ils ont suivi toute la scolarité française. Ils ont été au collège en France. Ils ont suivi l'enseignement de la Shoah en France. Ils se sont très mal intégrés dans la société française. Ils ont fait des séjours en prison pour la délinquance, du vol, etc. Et à un moment donné, ils ont basculé dans l'islamisme. Et ça a donné des tueurs commencés. Voilà, la question est la suivante. Ces tueurs-là ne viennent pas d'étrangers, ils viennent du propre sol français. Et nourris aussi par des écoles françaises.
qui a un enseignement évidemment antiraciste, qui a un enseignement impeccable sur le plan de l'antisémitisme, impeccable sur le plan de la Shoah. La France est l'un des pays où on enseigne le mieux la Shoah. Alors ça veut dire quoi? Rien, strictement rien. C'est un élément qui n'est pas très optimiste, ce que je veux dire, pour l'avenir. Con queste parole ben poco ottimistiche di Giorgio Sussani, vi invito a lasciare rapidamente la sala perché siamo immediatamente preparati per la prossima conferenza. Ringraziamo a tutti Giorgio, la speranza che venga prestissimo di nuovo.